Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la nuit de la France profonde, dirigé par Thibaut Dechasse et assisté d'Elisabeth, diffusé en direct jeudi 24 novembre 2016 de 21h30 à 23h. Il est diffusé en différé dimanche 27 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Thibaut Dechasse au micro pour cette nouvelle émission du Libre Journal de la France profonde, qui a donc lieu désormais les jeudis des semaines A du cycle des émissions de notre radio. Ce soir, nous allons parler d'une question qui fait aujourd'hui peu débat en France, il faut le dire. Après avoir secoué l'Occident, une question qui l'a ébranlé même, cet Occident, pendant des décennies, avec des conséquences religieuses, philosophiques, sociales et politiques considérables. Il s'agit de la question des origines de l'humanité et de l'opposition entre les approches évolutionnistes et créationnistes, pour employer des mots simples et courants, la question du rapport entre Bible et science. Il y a en France une sorte de pensée unique, scientifique, sur ce thème et sur d'autres thèmes aussi, malheureusement. Et le darwinisme règne en maître. La théorie de l'évolution n'est justement, dans les faits et dans les manuels scolaires, plus présentée comme une théorie, mais comme une certitude scientifique. Alors signalons qu'aux États-Unis, il en est tout autrement et qu'il y a une grande liberté de discussion sur ces sujets. L'évolutionnisme, et en particulier l'idée qu'une espèce peut aboutir à une nouvelle espèce par transformation, reste une théorie avec ses faiblesses et ses failles, dont nous aurons l'occasion de discuter ce soir avec mes invités, qui sont Dominique Tassot. Dominique Tassot, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous êtes écrivain, président du Centre d'études et de prospective sur la science, le CEP. Vous êtes l'auteur notamment de La Revanche du lièvre, publié chez Via Romana en 2013, de L'évolution, une difficulté pour la science, un danger pour la foi, publié chez Teki en 2009, et de La Bible au risque de la science, publié chez François-Xavier de Guibert. Nous avons aussi dans le studio Alain Pascal. Ami de la Résistance, bonsoir. Voilà, vous commencez à être connu des auditeurs de ce libre journal. Vous êtes écrivain et spécialiste de ce que j'appelle l'histoire occulte. Voilà. Et puis je suis assisté ce soir d'Elisabeth. Bonsoir Thibaut Dechasse. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je vous rappelle tout de même, chers auditeurs, que si vous nous écoutez en direct, donc ce jeudi 24 novembre, vous êtes invités à participer à cette discussion en nous faisant parvenir vos messages, vos questions, vos remarques, vos objections même, par téléphone ou par courriel. Alors, Dominique Tassot, pourriez-vous nous présenter l'organisme que vous présidez, le CEP ? Voilà, le CEP, donc Centre d'études et de prospective sur la science. Alors c'est une association qui a une vingtaine d'années, enfin qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine, dont je dirais le rôle n'est pas d'être une société savante, et c'est plutôt une association de gens qui se posent des questions sur la science et qui justement estiment pouvoir dire des choses sur la science parce qu'ils prennent un recul. Si vous voulez, la grande difficulté aujourd'hui, c'est que les gens sont immergés dans une vision du monde qui est dictée par la science. Donc c'est la science qui vous dit d'où nous allons, d'où nous venons, où nous allons, depuis combien de temps ça dure, etc. Donc la science dit la vérité sur les choses et de ce fait, il est difficile de juger cette science puisqu'on est absolument impliqué dedans. Alors l'originalité du CEP, c'est de considérer que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, il y a une révélation, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'indications qui transcendent, si vous voulez, les connaissances empiriques que nous pouvons avoir et qu'on trouve dans un livre très particulier qui s'appelle la Bible. Donc c'est une sorte de
de dialectique entre les indications de la Bible et ce que disent les théories scientifiques, et donc nous nous autorisons à porter un regard critique sur un grand nombre de théories scientifiques, d'une part parce que justement en tant que théories elles sont critiquables, c'est-à-dire vous savez que même les épistémologues aujourd'hui considèrent que la réfutabilité est un critère de scientificité. Et une des raisons pour lesquelles la théorie de l'évolution n'est pas une théorie scientifique, c'est que précisément, elle n'est pas réfutable. Ça a été dit par Popper, si vous voulez. Bon, elle n'est pas irréfutable, c'est parce que c'est une logomachie qui interprète les faits, et donc on ne peut pas la réfuter au sens classique du terme. C'est-à-dire que elle ne fait pas de prédictions qu'on pourrait infirmer ou confirmer, etc. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, justement c'est une théorie, puis en même temps c'est présenté comme un fait, donc on n'a pas la grande force des faits, c'est qu'on n'a pas à les démontrer. Les faits se constatent. Alors à partir du moment où on dit que l'évolution est un fait, il n'y a pas de discussion. Et donc Pardon de vous couper, mais ça n'est pas une démarche scientifique de refuser la discussion sur une théorie. Donc aujourd'hui, le dogme scientifique, c'est la théorie de l'évolution, et c'est une sorte de dogme. On n'a pas le droit de le remettre en question ? Mais en fait, c'est même pas une théorie. Alors c'est tout à fait étrange, si vous voulez, le statut épistémologique de l'évolution. Parce que les gens qui défendent cette thèse, c'est une thèse. Alors c'est grosso modo c'est une thèse qui est enseignée aux enfants comme une certitude. À l'école, comme un France, en tout cas. Comme un fait. Justement, alors que ça n'est pas un fait. Est-ce une thèse, est une théorie, c'est un fait. On est dans le flou le plus complet, et ce flou, évidemment, est dommageable pour la pensée. Parce que celui qui réfléchit, toute réflexion a pour but d'aller vers une vérité, et à partir du moment où on est dans le flou, il est impossible de cheminer vers la vérité. Et une des objections que faisait, par exemple, William Thomson à cette thèse. Alors Thomson, c'est un cas intéressant parce que Thomson était biologiste en chef du Commonwealth, membre de la Royal Society, donc un biologiste tout à fait bienvenu, diplômé et qualifié. Et donc c'est à lui que les éditeurs se sont tournés quand il a fallu rééditer pour le centenaire de Darwin. C'est que les origines des espèces de Darwin est sorti en 1859. Donc, pour 1959, il fallait faire une réédition avec un peu de bruit, et il fallait une préface pour actualiser le livre. Ils se sont adressés à Thomson. Et Thomson, alors ça c'est tout à fait extraordinaire dans l'histoire un peu même des publications, parce qu'en général, le préfacier est quelqu'un qu'on choisit pour donner de la brosse à reluire sur le livre. Et là, Thomson a dit, écoutez, je veux bien faire cette préface, mais j'estime que les critiques que j'ai apportées feront partie de cette préface. Et l'éditeur a accepté. Et donc, cette préface s'appelle « Regard critique » sur la théorie de l'évolution. Et une des choses que Thomson dit dans ce livre, c'est que tant qu'on ne m'aura pas... il est malsain dans les sciences que l'on parle de quelque chose que l'on ne sait pas définir. Or, un des grands problèmes de l'évolution, c'est qu'il n'y a jamais de définition d'évolution. Vous avez un manuel chez Bordas, qui est un manuel pour l'enseignement supérieur, qui va jusqu'à l'agrégation, qui est sur l'évolution. J'ai acheté ce manuel. Ouais. Alors, il y a un glossaire à la fin du manuel. Vous avez toutes sortes de choses dans ce glossaire. Le mot évolution ne figure pas. Alors pourquoi est-ce qu'il ne figure pas ? C'est parce que c'est tout simplement, c'est parce que si on définit l'évolution, on se rend compte tout de suite de la supercherie, parce que en réalité, sous le même mot évolution, on met deux choses différentes. Vous avez ce que certains appellent la micro-évolution. Alors vous savez que vous avez un grand nombre de races de chiens, vous avez le chihuahua, le Saint-Bernard, etc. Ouais. Ils sont tellement différents que même, je pense que physiquement, la reproduction serait presque impossible. Mais c'est quand même une seule espèce. Génétiquement, ils ont le même nombre d'os au même endroit. Les génomes sont compatibles, etc. Donc, ça veut dire qu'au sein d'une lignée d'êtres vivants qui se reproduisent, il y a des variations dans la reproduction. Alors ça, en particulier quand c'est une reproduction sexuée. Alors c'est vrai que dans les bactéries, c'est différent, parce que là il y a beaucoup moins de modifications possibles. Mais
disons que ce qu'on appelle la reproduction des êtres vivants, ça consiste bien sûr à produire la même chose, mais avec des variations. Seulement, c'est des variations qui ne concernent pas les grands critères. Ça concerne ce qu'on appelle les caractères secondaires. C'est la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la taille, etc. Alors que nous en reparlions tout à l'heure. Oui, mais donc la microévolution, ça ne fait de discussion pour personne. Personne ne l'a jamais nié. Linné, le fondateur de la nomenclature des êtres vivants, que l'on qualifie de fixiste aujourd'hui. Ouais. Mais tu es parfaitement conscient, évidemment, des variations. Agassiz, qui était le grand ennemi de Darwin, qui est membre un des fondateurs de l'Académie des sciences américaines, qui était un Suisse d'origine, donc adversaire de Darwin, mais définit les êtres vivants et les espèces par leur pliabilité. Autrement dit, il a inventé un mot pour montrer à quel point il avait conscience du fait qu'il y a des petites variations dans les espèces, c'est ce qu'on appelle la microévolution, qui ne faut qu'une difficulté. Et puis vous avez, alors ça c'est scientifique, la microévolution. Oui. C'est ce qu'on étudie tous les jours, et les mutations, etc. Ça concerne la microévolution. Maintenant, il y a la macroévolution. La macroévolution, c'est quand, dans une lignée de lézards avec des écailles, il pousse une plume. Parce que les gens qui croient vraiment l'évolution, ça veut dire que ils doivent croire qu'à un moment donné, des animaux qui avaient des écailles se sont mis à avoir des plumes. Oui. Et quand on sait ce qu'est une écaille, qui est extrêmement complexe, et surtout quand on sait ce qu'est une plume, qui est d'une complexité inimaginable, on voit bien qu'on est dans la fantasmagorie. On est dans le mythe. Or, malheureusement, justement, les évolutionnistes sont amenés à croire à ce mythe. Alors, ce mythe, c'est tout simplement la projection sur la nature du mythe du progrès. Alors, ce mythe du progrès, on l'a depuis Condorcet, le XVIIIe siècle, etc. Ça n'est pas une invention de Lamarck ou de Darwin, c'est bien plus ancien. Mais au départ, on l'appliquait à l'humanité. Le mythe du progrès. Et est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ce mythe est hostile et contraire à la Bible? Parce que c'est la question fondamentale, savoir si l'homme a été créé par Dieu, résumons, ou si nous descendons du singe. Non, mais c'est la grande question. Et puis surtout, comme disait la préfacière de la première traduction de Darwin en français, a été préfacée par une philosophe suisse qui disait, mais au fond, l'évolution, c'est le contraire de la chute. C'est-à-dire, où on croit au progrès, où on croit à la chute. La chute, c'est le péché originel, etc. C'est l'idée que l'homme, tel que créé par Dieu, était plus parfait que nous ne sommes. Or, l'évolution, à la manière de Darwin, c'est un singe qui, à un moment donné, a une grosse tête, perd ses poils, alors toutes choses qui sont vraiment de l'ordre de la fantasmagorie. On n'a jamais vu ça. Si vous voulez, le problème de la macroévolution, c'est que, comme disait très bien Smith et Zatmary, ce sont deux auteurs spécialisés dans la macroévolution, titulaires à Harvard d'une chaire de macroévolution. Et dans un article de Nature, ils disent, il n'y a aucune constatation empirique, ni aucune démonstration théorique que la macroévolution soit vraie. Alors, quand on réfléchit un peu, aucune constatation empirique, aucune démonstration théorique, ça veut dire qu'il n'y a rien. Ouais. Donc non seulement on peut se poser des questions, mais la notion même d'évolution fait question. C'est absolument contradictoire avec la démarche scientifique. J'insiste parce que c'est le fond du problème. C'est-à-dire, on reproche à la Bible d'être une révélation par Dieu, et en face de la révélation par Dieu, on oppose une fiction qui se dit scientifique mais qui ne l'est pas. Alors, au fond, c'est une question d'autorité. Et c'est une question politique. Donc ils ont l'autorité contre Dieu. C'est pour ça que ça a des conséquences sur la société. C'est parce que l'autorité intellectuelle qui, il y a un certain temps, était détenue globalement par les clercs, s'appuyant justement sur la révélation. Aujourd'hui, l'autorité intellectuelle, c'est les prix Nobel.
quand vous avez une question de société, on crée un comité d'éthique, et que mettons dans ce comité d'éthique? Bon, pour la bonne mesure, on met un rabbin et un imam et un curé, mais les gens qui vont donner du poids à un comité d'éthique, ce sont les scientifiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et depuis Galilée, les scientifiques, si vous voulez, se sont accaparés l'autorité intellectuelle. Or, c'est tout à fait dommageable parce qu'ils ne sont pas... en fait, c'est la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Si vous voulez, ça n'est pas cohérent avec l'humilité qui doit être l'essentiel de la démarche de celui qui cherche la vérité. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une contradiction entre les chercheurs et les enseignants. Alors ça, c'est aussi un des problèmes de la communauté scientifique, c'est que pour enseigner quelque chose, il faut y croire. Un bon enseignant, on doit croire. Bon. Et un bon chercheur, c'est quelqu'un qui doit douter. C'est pour ça que souvent, ce ne sont pas les mêmes personnes qui enseignent et qui trouvent. Et malheureusement, la société est victime de cette espèce d'OPA des scientifiques sur l'autorité intellectuelle, alors qu'ils ne sont pas capables de l'exercer. Mais c'est un petit peu le triomphe de la technique aussi. La science est là pour nous parler de la technique, comment une chose est-elle possible non matériellement. C'est ça, alors ça en fait partie, c'est pour ça qu'il y a le lien avec l'idée de progrès, si vous voulez, parce qu'on a assimilé le progrès au progrès technique. Et c'est vrai que ce progrès technique est alimenté par les découvertes scientifiques. Moi, si vous voulez, je ne suis pas du tout contre la science. Il faut bien, au contraire. Vous êtes vous-même scientifique, de formation oui, scientifique. Bien sûr, oui. Mais le problème, c'est de mettre chaque chose à sa place. Dans une société en ordre, chacun reste à sa place. Et on a aujourd'hui une emprise disproportionnée sur la société, non pas des scientifiques, si vous voulez. Le scientifique lambda, il fait son travail, en général c'est un salarié. Alors ça, c'est une grande différence avec la science d'il y a même un siècle ou 2 siècles. Je veux dire, Lavoisier n'était pas un salarié. Lavoisier était quelqu'un. En plus, il avait une profession bien rémunérée, c'est comme vous savez, et ça lui donnait les moyens de faire des expériences. Et donc, il était parfaitement libre dans la manière de conduire ces expériences. Tandis qu'aujourd'hui, alors ça c'est dramatique, 99,9% des chercheurs sont des salariés dont le travail doit entrer dans le cadre d'un budget de recherche. Donc ils sont obligés. Alors on parlait tout à l'heure de pensée unique. En fait, il y a un scientifiquement correct. Et si vous n'êtes pas dans la ligne, vous n'avez pas de crédit. C'est ça. Et vous ne pouvez pas publier. Et ça, c'est tous les jours. C'est pas un savant maudit tous les 10 ans qu'il y a. Sur cette question, mais sur d'autres aussi. Je pense notamment à la question de la race. Aujourd'hui, il y a un scientifiquement correct là-dessus qui veut nous dire, en France en tout cas, que les races humaines n'existent pas. Voilà, avec toutes les conséquences ensuite que ça peut avoir, politique notamment. Et encore une fois, aux États-Unis, c'est très différent, je n'en fais pas un modèle, mais la communauté scientifique débat sur ces questions, les avis différents sont autorisés. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est sur un plan purement scientifique, vous avez fait avec le CEP un colloque il y a peu de temps, enfin c'était il y a une dizaine de jours de mémoire, qui s'appelait « La pertinence de la vision chrétienne du monde ». Donc, faut-il opposer la vision chrétienne du monde à la science? Ou au contraire, peut-on les faire se concorder? Non, il ne faut pas l'opposer à la science, au contraire. La science a toute sa place, a d'autant plus sa place dans la vision chrétienne du monde que la science européenne est issue de la vision chrétienne du monde. C'est-à-dire que le concept de création est un concept indispensable à la notion de loi de la nature qui n'existait pas en Chine, qui n'existait pas en Grèce, qui est vraiment une invention européenne. Alors, que s'est-il passé? C'est que les Européens, d'un côté, ont reçu de la Grèce l'esprit scientifique, la logique, le raisonnement, etc. Et ils ont reçu de la Bible la notion de création, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un être tout-puissant, intelligent, qui a créé les choses dans un but. Donc tout a une raison d'être, tout a un sens, il y a des lois. C'est la formule est de Descartes, mais elle est très juste. C'est-à-dire que Dieu a établi des lois en la nature, comme un roi établit des lois en son royaume. Alors cette notion de loi de la nature,
elle est fondamentale pour la recherche scientifique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à trouver. Donc, il y a en fait il y a des régularités. Un ordre naturel qui a été créé par Dieu, et la science d'aujourd'hui prétend connaître la nature en dehors de son créateur, en faisant négation de son créateur. On pourrait comprendre la nature, la démarche scientifique moderne serait de comprendre la nature en dehors de son créateur, sans comprendre pourquoi elle a été créée finalement. On peut faire de la science sans être chrétien. Ça n'était pas le cas il y a 2 siècles, mais c'est le cas aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que la démarche scientifique, en fait, présuppose qu'il y a justement des choses à trouver, qu'il y a des régularités, que si la pierre tombe vers le bas hier et aujourd'hui, demain il en sera de même. Parce que justement, depuis ce qu'on appelle le 7e jour de la création, Dieu s'est reposé de créer. Il a cessé de créer, donc il a délégué la nature aux lois à des causes secondes, et la science s'occupe de découvrir comment fonctionnent les causes secondes. Mais c'est des causes secondes parce qu'il y a une cause première. Et c'est la cause première qui nous fait croire que ces causes secondes sont intelligibles, qu'elles sont en plus mesurables. Dieu a tout créé avec nombre, poids et mesure. Donc c'est cette vision biblique du monde qui a été vraiment le foyer où s'est constituée la science européenne. Donc on peut absolument pas opposer la science avec la vision biblique du monde. Non, mais d'ailleurs l'Église a été le mécène et le gardien de la science en Occident pendant très très longtemps. Non pas son ennemi. Jusqu'à la Renaissance. Ouais. Jusqu'à la Renaissance, la première rupture, ce sont les initiés de la Renaissance qui rompent avec l'Église. Mais l'Église a toujours soutenu les scientifiques, contrairement à ce que l'on entend très souvent. Je voudrais juste dire là un mot. Attendez juste un instant, s'il vous plaît, Alain Pascal. Nous avons un message d'auditeur qui vaut d'être lu, je pense. Oui, alors nous avons une question. Pouvez-vous nous préciser la distinction entre évolution et transformisme ? Il faut définir quelques termes. Effectivement, le mot transformisme était en usage, disons, surtout avant la guerre de 40. Alors, transformisme, c'est-à-dire on passe d'une forme à une autre. Alors, c'est l'expression qu'employait Lamarck, par exemple. Donc, on a... vous savez, en philosophie, la forme se relève de l'espèce. Pour ceux qui ont fait un petit peu de... Donc, le transformisme... Si on change de forme, on change d'espèce. Donc c'est l'idée du passage d'une espèce à une autre. Donc c'est au cœur de la théorie de l'évolution. Voilà, c'est le cœur. Un jour, un singe par exemple a changé de forme et donc au lieu d'avoir 4 mains, il s'est mis à avoir 2 pieds et 2 mains et du coup c'est devenu un homme. Donc c'est en ce sens le transformisme et la manière ancienne qu'on avait de dire évolution, l'intérêt du mot transformisme, et c'est pour ça que c'est dommage qu'il ait été escamoté. Oui, bon, c'est parce qu'il avait un contenu précis, visible. C'est le changement de forme. Tandis qu'aujourd'hui, on dit tout ce qu'on veut quand on dit évolution. C'est un mot qui ne veut plus rien dire. Et à l'opposé, il y a le fixisme. Que vous pourriez définir. Oui, mais alors justement, alors il y a le fixisme tel qu'il est, il a toujours été défendu par les adversaires des évolutionnistes, mais qui n'est pas un fixisme. Si vous voulez, personne n'a jamais dit je suis fixiste, venez à moi, etc. Non, ce qu'on appelle les fixistes, c'est des gens comme Linné ou comme Cuvier qui est quand même le fondateur de la paléontologie. Mais Cuvier remarquait que si loin qu'on aille, même dans les tombes égyptiennes, etc., un chat, dans une tombe égyptienne de 4000 ans, c'est toujours un chat. Donc, il faut quand même bien voir que Alors donc, ce qu'on appelle les fixistes, c'est ceux qui pensent que dans la reproduction qui se fait au sein d'une espèce, on ne sort jamais de certaines limites quant au changement, aux transformations. Donc par exemple, on peut devenir... souvent il y a un coefficient de 1,8 par exemple entre le plus grand et le plus petit. Entre un pygmée et un bantou, ouais. Vous avez... mais pas de 1 à 100. Non, je comprends bien. Donc c'est ce genre de... que vous reprenez donc ce qu'on appelle le fixisme, c'est ça. C'est de dire il y a des traits permanents
et la reproduction. Et c'est, alors ça c'est parfaitement vrai. Et vous avez même quelqu'un comme Pierre-Paul Grasset, qui était titulaire à la Sorbonne de la chaire d'évolution. Oui. Donc alors Grasset est un des derniers qui est justement lancé plein de mises en garde sur l'évolution. Et il disait, mais si on voulait démontrer la stabilité des espèces, alors ça c'est un mot très important, la stabilité des espèces. Grasset disait, mais toutes les expériences qu'on fait sur la drosophile ou sur les bactéries, justement, il n'y a pas de meilleure preuve de la stabilité des espèces. Très bien. Alors, je voudrais que nous parlions un peu plus précisément. Voilà. Je voudrais que vous parliez des livres de Dominique Tassot. Parce d'abord de la revanche du lièvre ou de la portée scientifique de l'écriture. C'est son deuxième titre. Pouvez-vous, Dominique Tassot, nous présenter pour les auditeurs de Radio Courtoisie ce livre justement, pourquoi la revanche du lièvre? Oui, alors ça, vous expliquez ça. Alors ce livre répond à une demande. Ou presque à une commande. Demandé d'où vous est venu quelqu'un qui m'a dit il faut écrire sur ce thème, et je pensais n'écrire qu'un article, et puis c'est devenu un livre. Alors pourquoi la revanche du lièvre? C'est parce que dans le livre du Lévitique, donc il est dit que le lièvre est un ruminant. Alors, le livre de Lévitique, si vous voulez, c'est un livre qui n'est pas passionnant à lire, parce que c'est des règles un peu pratiques liées à la loi mosaïque. Hein. Mais malgré tout, donc le lièvre est un ruminant. Or, disons au XVIIIe siècle, où l'anatomie s'est beaucoup développée, si vous voulez, on est arrivé à une notion de rumination, et on a considéré que le ruminant type, c'était la vache. La vache a un estomac en 4 parties, dont le rumen, et le lièvre a un estomac en 2 parties. Donc, la science montrait que le lièvre ne pouvait pas être un ruminant, parce qu'il n'a pas un estomac comme les ruminants. Et donc la Bible... Donc on s'est beaucoup moqué. de la Bible. Donc c'était la preuve que la Bible n'est pas inspirée, parce que... Alors ça, c'est un point très important, c'est que si la Bible est inspirée par Dieu, normalement, sait comment, c'est ce qu'est un ruminant. Enfin, c'est comment il a fait le lièvre, etc. Donc, Dieu n'a pas de raison d'inspirer à l'écrivain sacré quelque chose qui soit faux et vérifiable. Parce que le problème des gens qui disent il faut surtout dans la Bible, il faut mettre de côté. Alors évidemment, la Bible, en matière de foi, de mœurs, là c'est sensationnel, etc. Mais alors, vous comprenez, un berger palestinien au IVe siècle après Jésus-Christ, comment pouvait-il, etc. Bon, donc on a justement cette idée de déprécier tout ce qui est tout ce qui n'est pas spirituel dans la Bible, en disant c'est les croyances pratiques qu'avaient les gens à l'époque, mais évidemment maintenant nous avons la science, nous sommes, etc. Alors la revanche du lièvre, c'était donc l'exemple type qui prouvait que dans la Bible, même si on croit à ce qui est invérifiable, par contre, en ce qui concerne les choses vérifiables, c'est-à-dire les choses pratiques, historiques, etc., il faut surtout pas croire que la Bible est ce qu'on appelle inhérente. Alors ça, c'est un mot. L'inhérence, hein, c'est un mot qui est assez souvent absent des dictionnaires parce qu'il ne s'applique qu'à la Bible. C'est le seul livre pour lequel on a imaginé de dire qu'il ne pouvait pas y avoir d'erreur. Et non seulement on a imaginé de le dire, mais c'est pratiquement un dogme catholique, hein, avec un grand nombre de... Alors je cite un grand nombre de textes qui... Mais j'ai sous les yeux Humani Generis, encyclique de Pie XII. Il aborde un petit peu ces questions, justement. Oui, mais alors Pie XII dit même de la thèse inverse, c'est-à-dire qu'il y a dans les questions scientifiques et historiques des erreurs dans la Bible, il dit c'est une thèse maintes fois condamnée. Justement, voilà, je le cite, la théorie qui n'admet l'inhérence des lettres sacrées que là où elles enseignent Dieu, la morale et la religion, on la professe en la renouvelant, bien qu'elle ait été plusieurs fois condamnée. Alors c'était condamné par Léon XIII, par Pie X, par Benoît XIV. Benoît XV, pardon, et par Pie XII. Et par Pie XII, ici. Donc c'est quand même, alors ce qui est extraordinaire. L'inhérence des lettres sacrées est condamnée. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette thèse, dont Pie XII dit qu'elle est maintes fois condamnée, qui est quand même une thèse absolument fondamentale, parce que ça revient à dire que pour tous ces clercs dont c'est le métier finalement, c'est des gens qui vivent de l'autorité de la Bible. Et donc, il est un petit peu normal qu'ils affirment cette autorité et qu'ils la fondent sur cette notion d'inhérence biblique. Or, malheureusement,
Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas 1% des exégètes ou des théologiens qui croient ce qu'affirme Pie XII, c'est-à-dire que même dans les questions scientifiques et historiques, il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Donc là on touche vraiment la crise intellectuelle du clergé, et qui est une crise, comme je disais tout à l'heure, d'autorité intellectuelle. C'est-à-dire qu'ils ont abdiqué devant l'autorité intellectuelle prétendue des scientifiques. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Cet après-midi, je lisais dans le dictionnaire de la Bible. Alors, le dictionnaire de la Bible, c'est un énorme dictionnaire en je sais pas combien de volumes, et dans à la cosmogonie mosaïque. Donc c'est en 1912. C'est Vigouroux qui est l'auteur le principal de ce dictionnaire, qui était aussi secrétaire de la commission biblique pontificale. Donc ce sont des gens qui ont eu un poids intellectuel important dans l'Église catholique. Il se félicite du fait. Alors il cite Haeckel, qui est justement celui qui a traduit Darwin en allemand, qui a été le champ du darwinisme en Europe pendant 30 ans, qui était anticlérical, rationaliste, etc., dont l'œuvre était traduite en français et tirée à des centaines de milliers d'exemplaires. Et Haeckel, qui est l'inventeur d'une religion. Vous êtes en train de parler de science, mais il faudrait que les auditeurs sachent que ça va beaucoup plus loin que la science. Parce que Haeckel, c'est le théoricien du monisme. Et c'est aussi celui qui a affirmé que finalement la seule religion qui n'était pas à réformer, c'était l'islam. Donc il y a un appel à l'islamisation qui est lié à l'évolutionnisme. Alors quel est le raisonnement on n'est pas simplement dans une discussion scientifique. Non, mais tout se tient. Parce que là, vous êtes dans des explications très savantes, mais ce qu'il y a de parfait dans vos livres, et je pense surtout au livre qui s'appelle « La Bible au risque de la science », dont j'espère on va parler un petit peu plus, c'est que vous décrivez les conséquences sur la vie politique des affirmations des pseudo-scientifiques évolutionnistes. Oui, c'est-à-dire que effectivement, le transfert de l'autorité intellectuelle du clergé vers les scientifiques, et vers les scientifiques autoproclamés, est un drame politique gigantesque. Parce que ce que disait... effectivement, Haeckel est... Toute l'autorité intellectuelle ne revient pas nécessairement à l'Église. Absolument. Mais disons que c'est le fait, en dernier ressort, d'appuyer l'autorité sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, l'intelligence suprême, c'est l'intelligence divine. Donc, d'une certaine façon, toute vérité doit se raccorder à une vérité théologique. Oui, alors pour nous qui sommes des chrétiens, mais les savants, parce que le problème, c'est les croyances cachées, en fait, des fondateurs de la science moderne et des scientifiques d'aujourd'hui. Ils ne croient pas dans la religion biblique, ils croient dans une religion cosmique. C'est aussi une des raisons pour lesquelles l'islam peut leur plaire, c'est que, comme je l'ai expliqué dans un de mes livres, l'islam n'est pas la troisième religion de la Bible, mais est une religion cosmique. Donc elle est moins opposée à la vision cosmique des scientifiques. Ce que je voudrais... C'est bien ce que dit Haeckel d'ailleurs. C'est ce que dit Haeckel. Oui, c'est parce que pour lui, il n'y a pas dans l'islam d'anthropomorphisme. Parce que le problème, c'est que lui, évidemment, il était pour la religion cosmique des savants, la religion d'Einstein, etc. Mais il avait bien conscience que ce type de religiosité ne pouvait pas intéresser monsieur tout le monde. Qu'il fallait un niveau culturel très élevé pour donner c'est comme le New Age, si on veut, aujourd'hui. Alors, il faut une religion pour le peuple. Laquelle ? Eh bien, l'islam a l'avantage incomparable de ne pas avoir d'anthropomorphisme. C'est-à-dire, il n'y a pas cette analogie entre l'homme et Dieu dans l'islam qu'il y a dans le christianisme. C'est-à-dire que l'homme dans le christianisme, c'est l'image de Dieu. Donc c'est un personnage considérable. Il n'y a rien au-dessus de l'homme dans l'univers, dans les étoiles, etc. Et ça, c'est prodigieux. Enfin, c'est prodigieux et ça fait réfléchir et c'est important. Et c'est ça que Satan cherche à détruire. Et dans ce sens, il est évident que l'islam est une religion basique, accessible à tout le monde, et qui évite
de donner à l'homme toute l'importance qui lui est donnée dans le christianisme. Et tout ça vient des croyances anti-chrétiennes des premiers fondateurs de la science moderne. Dans la Bible au risque de la science, le sous-titre, donc c'est un livre, je voulais vous faire venir aussi ce soir parce que c'est un livre qui est à mon avis un des très grands livres qui a été écrit. Je vais vous faire rougir. Les auditeurs ne le verront pas, mais c'est à mon avis un des livres de fond que je recommande à tout le monde. C'est un livre il y a quoi ? Il y a une quinzaine d'années maintenant. Vous en êtes à la 2e édition. Il est de... Enfin, non, ça va faire 20 ans. Ça fait 20 ans. Oui, enfin, il demeure et vous partez de Galilée parce que finalement, le premier qui est séparé la science de la théologie, c'est Galilée. Je voudrais que vous nous parliez de Galilée parce que je voudrais qu'on parle, moi, des croyances inavouées de ceux qui prétendent être des scientifiques et qui ont des croyances cachées. Donc Galilée lui-même, est-ce que d'abord quelques mots sur Galilée. Quelques mots sur Galilée, mais d'abord est-ce que c'est un grand scientifique ou non ? Alors bon, c'est un bon scientifique, hein. Bien sûr. Mais évidemment, on ne prêche qu'auprès de corrige. Il est certain que les gens attribue à Galilée un grand nombre d'inventions qu'il n'a pas faites. Il y a eu plein d'études faites sur le sujet. Bon, il n'a pas inventé les lunettes, il y a beaucoup de choses qu'on attribue à Galilée, mais qu'il a enseigné effectivement dans ses cours, mais qui étaient déjà dans les cours que lui-même a suivis auprès des jésuites quand il étudiait, si vous voulez. Donc Galilée est un très bon scientifique et quelqu'un de très intelligent. Qui a en plus eu l'avantage et le mérite d'écrire en italien. Donc il pouvait être lu par tout le monde plus facilement. Mais le point qui me semble important, c'est qu'il a fait une distinction entre ce qu'il appelle les doctrines opinables et les doctrines démontrables. Alors, préciser. Aujourd'hui, alors dans son esprit, les doctrines démontrables, c'était ce que lui produisait. C'était cette science de mécanique ou d'astronomie à laquelle il s'attachait. Et les doctrines opinables, c'était la théologie. Opinable, ça veut dire que on peut défendre le pour, on peut défendre le contre, et puis on peut discuter indéfiniment. Tandis que dans le domaine du démontrable, comme disait Leibniz, ne discutons plus, calculons. Alors, ça, c'est de ce point de vue-là, c'est une distinction bien pensée, qui n'est pas entièrement fausse, mais qui a eu des conséquences très importantes, parce que c'est justement à partir de là que se fait le basculement de l'autorité intellectuelle. C'est ceux qui exercent qui exposent les doctrines démontrables, qui sont qui connaissent le mieux la vérité, parce que le théologien, bien sûr, il trouve la vérité dans la Bible, mais il interprète la Bible. Tandis que le physicien n'interprète pas. Donc il a nié la capacité des théologiens à interpréter la Bible. Il a supplanté, la science a supplanté l'autorité théologique. Mais en un sens, il y a toujours cette dimension d'interprétation dans la Bible. C'est ce qui fait toute la difficulté, d'ailleurs, de l'exégèse en particulier. Non, l'erreur de Galilée, c'est surtout d'avoir confondu les mathématiques et la science. En fait, c'était le mathématicus du duc de Florence. Donc, c'est un mathématicien. Or, il est certain qu'en mathématiques, on peut avoir des certitudes. Pourquoi ? Parce que l'être mathématique, sur lequel on fait des calculs, s'épuise dans la définition qu'on en donne. Donc tout est dans la définition. Il y a rien à donc on peut avoir une certitude presque absolue, parce que vous savez il y a les théorèmes de Gödel maintenant. Mais vous savez que tout ça a des conséquences absolument gigantesques. Les mathématiques, c'est aussi à la base de la philosophie de Descartes, c'est-à-dire de la philosophie moderne. Voilà. Alors le drame, c'est que la science, la physique, la chimie, etc., ça n'est pas des mathématiques. C'est-à-dire que l'objet de la science, des vraies sciences, cet objet, il ne s'épuise pas dans la définition qu'on en donne. Quand vous dites l'eau c'est H2O, c'est ridicule. J'ai vu un jour un schéma d'une molécule d'eau, il y en avait une page à 4 avec des traits dans tous les sens. Enfin, c'est la réalité, c'est comme entre la carte et le paysage.
Alors, le grand drame, c'est que Galilée, qui a des mérites sur le plan scientifique, alors il a beaucoup de torts, et puis évidemment, oui, c'était un cas psychique. Ce qui lui a été reproché, oui, c'est le mythe Galilée, parce qu'il y a un mythe Galilée qui a été créé par les encyclopédistes, notamment le fameux La Terre qui tourne, qui aurait valu sa condamnation, et pas du tout, parce qu'il n'est pas établi historiquement qu'il ait jamais prononcé cette phrase. C'est une invention des encyclopédistes. Ouais. Par contre, il avait mis en cause l'écriture, et c'est bien pour cela qu'il a été condamné. Et il n'avait pas, c'est pas le fait d'être copernicien. On dit que Galilée était copernicien, mais vous allez dire mieux que moi que Copernic, lui, n'a jamais été condamné. Il n'y a jamais eu d'affaire Copernic. Le fait que la Terre tourne autour du Soleil est totalement indifférent. Oui, d'ailleurs, le pape, à une époque, lui avait donné un manuscrit. Alors, à l'époque, un très beau cadeau, c'était de donner un manuscrit de l'Antiquité. Ouais. D'une œuvre de l'époque gallo-romaine. Eh bien, le pape, je ne sais plus lequel, a donné à Copernic, qui était venu lui faire un exposé de son système dans les jardins du Vatican, un manuscrit antique. Donc ça, c'est pour dire que manifestement, les papes de la Renaissance étaient tout à fait favorables aux recherches scientifiques. Parce qu'on oppose très souvent l'Église à la connaissance scientifique, alors que c'est le contraire. Je crois aussi ce qui a été reproché à Galilée par l'Église, c'est sa démarche, son attitude un peu agressive, irrespectueuse, et puis le fait d'asséner ses théories. C'est lié au procès de l'héliocentrisme. D'une certaine façon, voilà. Il lui a reproché un manque peut-être de prudence et de précaution dans l'exposé. Lorsqu'il y a un procès de l'héliocentrisme au début du XVIIe siècle, il s'était engagé à ne pas affirmer les thèses comme certaines tant qu'il les aurait pas démontrées. Or en fait, à cette époque-là, personne n'avait vraiment démontré. Le premier qui démontre l'héliocentrisme, c'est Copernic qui en a l'intuition, si on peut dire, qui en émet l'hypothèse. Le premier, c'est Kepler, et à l'époque, Galilée personne ne l'avait vraiment prouvé. Donc il y a eu un procès de l'héliocentrisme. Mais ce que je voudrais dire sur ce sujet, moi je parle toujours des croyances, c'est qu'en fait, l'héliocentrisme avait servi 50 ans avant le procès Galilée à remettre au centre de la religion le soleil. On était passé d'une querelle scientifique à un débat religieux qui était le retour du soleil, du culte du soleil égyptien. On oublie toujours ça dans le procès de l'héliocentrisme. Vous avez, avant Galilée, deux initiés, vous avez Giordano Bruno qui est condamné et Campanella et qui, eux, ont profité de l'hypothèse copernicienne pour faire revenir le culte du soleil égyptien. C'est de cela que l'Église s'est d'abord méfiée. Et Kepler lui-même, qui est sans doute un des premiers scientifiques, qui a fait les premières démonstrations, avait lui aussi quelques croyances cachées, parce que Kepler lui-même croyait en la sorcellerie. Et faut pas oublier que Kepler avait vécu auprès de Rodolphe II à Prague, et qu'il était donc dans la cité des alchimistes, et qu'il a connu les alchimistes. Mais lui, c'est un vrai scientifique. Oui, mais à l'époque, on ne faisait pas si vous voulez, ces barrières strictes que nous faisons, nous, aujourd'hui, entre les disciplines, entre la chimie et la chimie. Je veux dire, Newton était lui-même un alchimiste de première grandeur. Je veux dire, qui a travaillé beaucoup plus l'alchimie que les mathématiques ou la physique. Et il n'était pas que cela. Alors là, si vous parlez de Newton, on n'est pas, voilà. Non, mais il faut même dire les choses comme elles sont, parce que Newton est évidemment un grand scientifique, mais c'est aussi, et d'abord un alchimiste, il pratiquait l'alchimie, et c'est un financier, faut pas l'oublier, et il a été le président de la Royal Society, au moment de la fondation de la franc-maçonnerie. Donc, si vous voulez, on passe à ce moment-là de la vision scientifique à la vision politique. Newton a un rôle fondamental, la Royal Society a un rôle fondamental dans la fondation de la franc-maçonnerie au début du XVIIIe siècle. Et c'est aussi lui qui apporte le déisme des loges et le déisme newtonien. Déisme que l'on oppose, je voudrais juste dire un mot là-dessus quand même, au théisme. Théos, Dieu, le créateur, le déisme, c'est un démiurge qui est interne au cosmos. Donc nous nous retrouvons dans une discussion que nous avions abordée dans une autre émission, mais sur laquelle il faudrait revenir. Oui. C'est dualisme et monisme, c'est-à-dire savoir s'il y a ou pas un être créateur dont l'être n'est pas l'être du monde. C'est extrêmement important parce qu'on parlait tout à l'heure de Haeckel et de Darwin.
ils croient au monisme. Ce sont des monistes. Donc nous sommes aujourd'hui enfermés dans une vision je vais y arriver, en métaphysique moniste et non plus dualiste. C'est-à-dire monisme de la matière. La matière, il n'y a que la matière. Évidemment, la matière pense. Donc la matière pense. Voilà. La pensée est dans la matière. On a envie de dire où. Bon. Attendez, Dominique Tassot, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, je crois que vous n'êtes pas venu à bout de votre anecdote sur le titre du livre, La revanche du lièvre. On n'a pas parlé de la revanche. Donc, effectivement, on a dit que pendant 2 siècles, on a considéré que l'affirmation dans la Bible que le lièvre était un ruminant était la preuve qu'il y avait des erreurs scientifiques dans la Bible. Et ça n'est que depuis... Alors, ça avait déjà été aperçu par un vétérinaire ou deux à la fin du 19e siècle, mais c'est surtout depuis les années 50 qu'il y a maintenant un consensus des biologistes pour dire que le lièvre, effectivement, est un ruminant. Seulement, il ne rumine pas de la même façon que la vache. Alors, vous savez que la vache, c'est par l'ésophage que le bol alimentaire remonte dans la bouche et puis après redescend pour traverser l'intestin. Et la remontée du bol alimentaire chez le lièvre, elle se fait à l'extérieur. C'est-à-dire que de nuit, le lièvre ou le lapin va chercher des petites boules rondes, comme des petites boules de réglisse, à l'anus, avec la bouche, il les avale et se fait la deuxième digestion qui est la rumination. Donc ce qui fait la rumination, c'est la présence de bactéries dans le rumen qui transforment les végétaux, parce que les animaux comme le lièvre ou la vache, etc., mangent principalement des végétaux. Et néanmoins, ils fabriquent des protéines. C'est la fabrication de protéines à partir des végétaux, évidemment, c'est une synthèse, c'est fait par des bactéries qui sont dans le rumen. Et donc la rumination, c'est une opération biochimique et c'est aussi la remontée du bol alimentaire. Et le lièvre est un ruminant. Et il y a même un oiseau en Amérique du Sud, le wadzin, qui est considéré comme un ruminant. Ah oui. Bon. En effet, savoureuse anecdote. Je vais maintenant passer la parole à Elisabeth. Oui, pour rappeler un petit peu où nous en sommes. Donc vous êtes sur Radio Courtoisie, à l'écoute du Libre Journal de la France Profonde, dirigé par Thibaut de Chassey. Cette émission est diffusée en direct jusqu'à 23h et en différé le dimanche 27 novembre, entre 21h30 et 23h. Nos invités donc sont Dominique Tassot, écrivain, président du Centre d'études et de prospective sur la science, et puis Alain Pascal, écrivain spécialiste de l'histoire occulte, dont les livres sont publiés aux éditions des Cimes. Alors, je vais enchaîner sur une question des auditeurs. Avant, je rappelle que, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Les thèmes de ce soir sont Bible et sciences, ou évolution ou création. Vous pouvez nous faire part de vos messages par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopie au 01 46 51 21 82, ou par courrier électronique à l'adresse courtoisie@courtoisie.fr. Voilà, alors nous avons une question pour revenir à des considérations un peu techniques. Oui. Mais la contestation d'une évolution due à des mutations stochastiques, que vous pourrez peut-être définir, alors c'est une chose. Et puis la contestation de toute évolution, c'en est une autre. Voilà, est-ce que vous refusez cette différence ? Non, je distingue la microévolution et la macroévolution. J'admets tout à fait les mutations. Personne ne met en doute les mutations. Simplement, on avait cru que la mutation était la planche de salut. Parce que le transformisme était très mal en point, si vous voulez, au début du siècle, parce à cause de la règle définie par Weissmann, selon laquelle les transformations que le mode de vie d'un être vivant, etc., n'atteint que son soma et pas son germène. Donc, autrement dit, il y avait les cellules germinatives, reproductives, les gamètes, qui, elles, n'étaient pas affectées par ce qui arrive dans l'existence. Bon. Alors, donc, cette théorie, ce qu'on appelle la non-hérédité des caractères acquis. Autrement dit, un boxeur peut s'entraîner à avoir des gros biceps, mais ses fils n'auront pas forcément des gros biceps. Bon, c'était ça. Et alors, du coup, ça mettait en cause aussi bien le lamarckisme que le darwinisme. Et la théorie des mutations est venue sauver, en apparence, sauver la mise. C'est-à-dire, on a dit, voilà, la mutation crée la variation,
transmissible, héréditaire, et la sélection naturelle, évidemment, retient la variation positive. Donc on avait, avec c'est ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution, c'est-à-dire en mélangeant la notion de mutation et la sélection naturelle, on pouvait rendre compte d'une évolution possible. Le problème, c'est que quand on a fait cette hypothèse, on ne savait pas ce qu'étaient réellement les mutations. Mais aujourd'hui, on a presque un siècle de recul sur les mutations, et comme je le disais à propos de Grasset tout à l'heure, maintenant on sait très bien que les mutations ne sortent jamais du cadre de l'espèce. Donc les mutations sont une confirmation de la stabilité de l'espèce, c'est-à-dire que malgré toutes les tortures, tout ce à quoi on a soumis les malheureuses drosophiles ou les souris de Michourine, etc., ça reste toujours des drosophiles, ça reste toujours des souris. Elisabeth, il y avait une autre question peut-être ? Oui, alors une autre question assez technique, mais qui va nous permettre de rebondir sans doute. Donc l'auditeur cite le biologiste et statisticien Georges Sallet, qui a écrit un livre « Hasard et certitude », dans lequel il calcule la probabilité de la création aléatoire d'un organe. Et il arrive, malgré des hypothèses favorables à la base, à une probabilité qui viole la loi de Borel. Autrement dit, c'est tellement improbable que c'est impossible. Ouais. C'est 10 puissance 240, je crois. On a un chiffre qui a été considéré comme un seuil d'improbabilité tel que c'était impossible. Il y avait le hasard et la nécessité. Là, c'est le hasard et la certitude. Mais d'ailleurs, c'est une sorte de réplique. C'est une réplique. Oui. Parce que ça aussi, c'était une démonstration extraordinaire de mémoire. C'était de dire finalement, la science n'a pas d'autre explication que de dire que c'est Dieu qui a créé la matière. Mais nous le refusons. Voilà. C'était la position de Monod. Et je profite de... Tout le démontre, mais nous le refusons. De cet intermède pour dire que le CEP publie une revue trimestrielle. Et dans le dernier numéro de cette revue, je lis un courrier de lecteur du père Yannick Bonnet. Alors pour ceux qui le connaissent, Yannick Bonnet, c'est un chimiste qui était directeur un ancien polytechnicien qui est devenu chimiste, qui était directeur de l'école de chimie de Lyon. Et il est aujourd'hui prêtre. Et dans ce courrier des lecteurs, il dit « Quant à l'impossibilité de passer de molécules organiques à un simple acide aminé », alors un acide aminé, c'est une molécule relativement courte, mais c'est l'idée qu'on va pouvoir faire par synthèse. Donc c'est l'homme qui le fait, c'est pas la nature qui fait ça au hasard, c'est l'homme qui fabrique tout un appareillage pour arriver à fabriquer un acide aminé. Eh bien, il dit, mais c'est pour passer des molécules organiques à un simple acide aminé, c'est impossible. C'est exactement les conclusions qui me paraissaient évidentes quand je ramais pour arriver à synthétiser en N étapes, nécessitant un énorme travail pour optimiser les paramètres du milieu réactionnel, des molécules infiniment moins complexes que celles indispensables à la vie. La théorie de l'évolution, pour moi, c'est de l'ordre des contes de fées. Alors, c'est l'expression de Jean Rostand, mais l'intérêt de Yannick Bonnet, c'est écrit en 2016 par quelqu'un qui a dirigé une école de chimie. Là, vous parlez d'un ecclésiastique, je voudrais que vous dire un mot du père Garrigou-Lagrange, parce que le sous-titre de votre livre, La Bible au risque de la science, c'est de Galilée au père Lagrange. Oui, mais c'est pas le père Garrigou-Lagrange. C'est pas Garrigou-Lagrange. Non, c'est l'exégète qui a créé en 1892 l'école biblique de Jérusalem, qui a créé la même année la revue biblique, et qui est un des grands maîtres de l'exégèse française. Alors, ça serait tout un débat, mais disons que le père Lagrange a eu est parti d'une très bonne intention, c'est qu'il voulait réfuter Loisy, réfuter le modernisme exégétique, parce que on parle beaucoup de modernisme aujourd'hui dans les milieux dits traditionnalistes, par exemple. Mais le modernisme est sorti du modernisme exégétique. Donc il faut bien comprendre que cette prise de distance par rapport à la vérité de la Bible est fondamentale dans le courant moderniste, et l'inconvénient, si on peut dire, du père Lagrange, qui par ailleurs est quelqu'un de très 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 bien, très sympathique, c'est qu'il a voulu utiliser les mêmes outils et les mêmes méthodes scientifiques que les exégètes rationalistes pour se défendre contre eux, et malheureusement il a perdu de vue justement le côté inspiré de l'écriture.
C'est à la fois, effectivement, il faut lire la Bible avec toutes les méthodes littéraires ou autres qui sont à la disposition des savants, mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue le fait que l'auteur n'est pas un simple auteur humain. Oui. Pour l'Église, évidemment, c'est Dieu qui inspire l'auteur et voilà, qui prend des mots humains. Alors justement, puisque nous parlons de la Bible, donc nous avons rappelé tout à l'heure que pour l'Église, la Bible ne peut pas se tromper, y compris au sens dans les littéral. Questions scientifiques et historiques, oui. Y compris au sens littéral. Oui, mais par contre, le lecteur, lui, peut se tromper. Oui, bien sûr. Dans son interprétation. Cependant, il est admis que, comment dire, on peut prendre certains mots dans un sens impropre et non pas au sens propre. Par exemple, je cite une réponse de la commission biblique du 30 juin 1909, commission biblique dont le pape a rappelé par un motu proprio en 1907 l'autorité de ses décisions. Donc la commission biblique répondait à la question suivante. Dans cette désignation et cette distinction des 6 jours dont il est question dans le premier chapitre de la Genèse, le mot yom, donc jour, peut-il être compris aussi bien au sens propre, comme un jour naturel, que dans un sens impropre, comme un certain laps de temps? Et est-il permis de discuter de cette question entre exégètes? Réponse, oui. Oui, je pense que la discussion entre exégètes et de toute façon est toujours une bonne chose parce que l'Église laisse quand même souvent par la discussion à l'interprétation. Souvent beaucoup d'erreurs viennent du fait qu'on croit avoir compris. Et c'est d'une manière générale. C'est tout le problème de l'autorité de la personne qui interprète l'Écriture. Je ne voudrais pas dire du mal des protestants, mais l'interprétation individuelle est à la source de toutes les erreurs, et notamment de l'erreur moderniste. Mais surtout à la source de la multiplicité des sectes protestantes. Bien sûr. Parce que là c'est une machine à diviser. Alain Pascal et Dominique Tassot, je voulais aussi préciser quelque chose ou insister sur le fait que l'Église se montre très prudente sur ces questions. Et les papes se sont exprimés de façon assez nuancée et assez réservée sur cette question de la théorie de l'évolution. Pie XII, j'en reviens à lui, le dernier pape catholique traditionnel, qui devrait faire l'unanimité chez beaucoup d'auditeurs en tout cas, toujours dans cette encyclique Humani Generis en 1950. Je le cite. Le magistère de l'Église n'interdit pas que la doctrine de l'évolution, dans la mesure où elle recherche l'origine du corps humain à partir d'une manière déjà existante et vivante, car la foi catholique nous ordonne de maintenir la création immédiate des âmes par Dieu, soit l'objet, dans l'état actuel des sciences et de la théologie, d'enquêtes et de débats entre les savants de l'un et de l'autre parti. Donc il parle de la doctrine de l'évolution. Il faut pourtant que les raisons de chaque opinion, celles des partisans comme celles des adversaires, soient pesées et jugées avec le sérieux, la modération et la retenue qui s'imposent, à cette condition que tous soient prêts à se soumettre au jugement de l'Église, à qui le mandat a été confié par le Christ d'interpréter avec autorité les saintes Écritures et de protéger les dogmes de la foi. Cette liberté de discussion, je cite toujours Pie XII, certains cependant la violent trop témérairement. Ne se comporte-t-il pas comme si l'origine du corps humain, à partir d'une matière déjà existante et vivante, était à cette heure absolument certaine et pleinement démontrée par les indices jusqu'ici découverts, et parce que le raisonnement en a déduit. Et comme si rien dans les sources de la révélation divine n'imposait sur ce point la plus grande prudence et la plus grande modération. Voilà, donc prudence et modération de la part du magistère de l'Église, oui, en tout cas, sûr, oui. qui ne s'est pas prononcé formellement sur un certain nombre d'aspects et de théories. Donc, la discussion... Ça a toujours été le cas. L'Église a toujours été extrêmement prudente. Alors on lui a reproché de ne pas accepter des découvertes scientifiques immédiatement, mais elle voulait d'abord ne pas s'engager sur un domaine qui n'est pas le sien propre, et évidemment éviter les reproches qu'on lui ferait immédiatement. Ça a été, quand on parlait de Galilée tout à l'heure, c'était l'un des problèmes de l'héliocentrisme. C'est le temps de réaction de l'Église, évidemment, en face d'une découverte scientifique. Oui, alors, ceci dit, évidemment, Pie XII est quelqu'un qui avait un très grand respect pour la science, un très grand respect pour les intellectuels, etc. Et malheureusement... entre le début du XXe siècle et 1950, année d'Humani Generis,
enfin, un très grand nombre des intellectuels catholiques s'étaient absolument persuadés de l'antiquité de la Terre. Alors, si vous voulez, alors là, on touche le problème de la chronologie, parce que derrière la question de la commission biblique de 1909, oui. c'est la question des aires géologiques qui est posée, parce qu'en 1909, il y avait dans l'Église ce qu'on a appelé le concordisme. Alors le concordisme, ou le système concordiste, ça consistait à dire les jours de la création, jour 1, jour 2, jour 1, ça représente les aires géologiques. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître d'abord la mer, puis les poissons, et puis les mammifères et l'homme. Bon. Donc on avait une sorte, vu de loin, on avait une sorte de convergence entre les phases successives que l'on trouve dans la Genèse, et puis les apparitions successives que les évolutionnistes voient dans l'arbre de la vie. Vous savez, une espèce de, on part de la Bible et puis après on arrive jusqu'à l'homme, etc. Alors le drame, c'est que les concordistes, les concordistes de l'époque, c'est en particulier, c'était Vigoureux dans le dictionnaire de la Bible, c'est un dictionnaire concordiste. On fait l'erreur justement de croire que la géologie était une science certaine. Et alors aujourd'hui, on a le temps à passer, on a du recul. Et personnellement, je pense que les aires géologiques n'ont jamais existé. Parce que tout simplement, il est absolument impensable que pendant toute une période, il n'y ait que du calcaire qui se dépose, ou que pendant toute une période, il n'y ait que du sable qui se dépose. Donc, si vous voulez, on a, on s'est, alors, on a fait une chronologie de la Terre basée sur la stratigraphie, et en considérant que la base de la chronologie devait être le principe de superposition. Le principe de superposition, c'est que ce qui est plus bas est plus vieux que ce qui est au-dessus. Alors, il est évident que quand on verse, quand on met des papiers sur un bureau, c'est le principe de superposition qui s'applique. C'est la feuille qui est sur le dessus qui est la dernière posée. Maintenant, quand dans un verre vous versez de l'huile, du mercure et de l'eau, vous ne direz pas que l'huile est plus jeune que le mercure, parce qu'il y a un phénomène mécanique qui a joué. C'est-à-dire que la densité et la non-miscibilité ont fait que vous avez une superposition. Donc la superposition peut résulter d'autre chose que le temps. Alors ça a été mis en évidence expérimentalement par un Français, Guy Berthaud, qui est d'ailleurs le vice-président du CEP. Ouais. Ça a été publié, il a fait des communiqués dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Actuellement, vous avez en Russie des géologues qui travaillent sur ces bases et qui ont montré que quand vous... alors ça, tous les ménagères savent bien. Pour un même matériau, les cailloux tombent et les poussières volent. Et quand vous balayez, c'est pour ça que l'aspirateur est un très grand progrès par rapport au balai. Alors, ça veut dire que c'est la granulométrie. Les fines particules dans un fluide descendent moins vite que les grosses particules. Et donc, même si vous avez un mélange homogène en haut, vous allez retrouver en bas une alternance de fines particules et de grosses particules, et ça fait les strates. Autrement dit, la stratification d'un dépôt prouve la simultanéité du dépôt. Or, pendant 2 siècles, tous les géologues ont travaillé avec le présupposé que la superposition était l'indice d'une différence chronologique. Donc on nous invente des datations. C'est-à-dire que toutes les chronologies sont fausses. Et non seulement, alors évidemment, la chronologie stratigraphique est fausse puisqu'elle est basée sur un principe qui ne se vérifie pas. Mais alors on va dire, mais les radioéléments. Mais les radioéléments ont été étalonnés sur la stratigraphie. Et quand on a, alors vous connaissez la théorie du Big Bang, etc., où on vous sort des dates. J'ai surtout écouté la conférence au CEP de Monsieur Berthaud, qui était absolument passionnante et qui m'a appris des choses absolument nouvelles. Moi, je croyais qu'on pouvait dater au carbone 14 tout ce qu'on pouvait découvrir, même des. Et il nous a fait, je crois, une démonstration. Oui. Alors il y a un très gros problème sur la chronologie, et je vois par exemple ça c'est le dernier numéro du CEP, je vois dans les titres de couverture, il y en a un qui s'appelle « Les tissus mous de dinosaures ». Alors les dinosaures sont censés avoir au moins 60 millions d'années.
vous trouvez du collagène dans les tissus dinosaures, vous trouvez de l'ADN, vous êtes capable de... autrement dit, il y a des matières organiques analysables par le carbone 14. Je lisais récemment, on a trouvé une sèche, donc un poulpe fossile, daté de 150 millions d'années. La poche d'encre, on a pu écrire avec l'encre de la poche d'encre. Bon. Alors, il n'est pas crédible que on puisse avoir encore... En plus, théoriquement, la fossilisation, c'est la transformation du matériau organique par un matériau minéral, avec le temps. C'est ça la fossilisation. Alors il est absolument impossible, si toutes ces chronologies sur lesquelles sont basées la préhistoire, sont basées la théorie d'évolution, etc., sont vraies, que l'on ait des tissus mous de dinosaures analysables aujourd'hui par les méthodes modernes d'analyse des tissus et que l'on ait des... Donc toute la chronologie est à revoir, mais malheureusement les grands préhistoire, c'est encore de la fiction, les grands intellectuels catholiques de l'entre-deux-guerres ont cru à cette chronologie. D'accord. Alors justement, une petite question, une petite objection, si vous permettez, et puis après nous passons les messages d'auditeurs de Radio Courtoisie. Le Grand Canyon, par exemple. Oui. Comment l'expliquer quand on ne croit pas, comme c'est votre cas, aux erreurs justement, c'est beaucoup plus facile à expliquer. Comment a-t-il pu être creusé en peu de temps? Oui, mais c'est beaucoup plus facile à expliquer par ce qu'on appelle la géologie catastrophiste que par la géologie qu'on appelle actualiste, c'est-à-dire on doit tout expliquer avec les causes actuelles, donc c'est l'érosion, la pluie, le gel, etc. Les géologues pendant longtemps ont considéré qu'il fallait distinguer les phénomènes capables de créer les paysages et les phénomènes qui font l'altération des paysages. Donc les causes actuelles altèrent les paysages mais ne les créent pas. Pourquoi est-ce qu'une vallée pluviale ne peut pas être créée par la rivière qui coule dedans? C'est extrêmement simple. C'est parce que soit une rivière fait des méandres, alors à ce moment-là elle peut balayer très large, mais elle ne creuse pas. Une rivière, c'est une rivière lente qui fait des méandres. Soit la rivière est rapide et elle peut creuser, et à ce moment-là elle va tout droit, comme un torrent. Donc pourquoi y a-t-il les vallées fluviales? Ça peut pas être c'est le contraire. C'est parce qu'il y a une vallée fluviale que la rivière coule à cet endroit-là, plutôt que vous savez que l'eau suit toujours le chemin vers le bas. Donc ça veut dire qu'il y a eu une époque où des masses considérables d'eau ont été évacués et ont créé les paysages que nous voyons. Alors ça, évidemment, quand on lit la Bible, on pense tout de suite au déluge. Bon, mais l'idée de la... Alors c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux géologues, parce que c'est tellement évident qu'il y a eu des phénomènes catastrophiques. Vous prenez le plateau de Columbia aux États-Unis, c'est 500 000 km², c'est grand comme la France. Il y a une couche de lave d'1 kilomètre d'épaisseur. Comment pouvez-vous expliquer, par des phénomènes actuels, un volcanisme de cette importance-là? Il y a forcément eu une catastrophe quelque part, enfin un cataclysme. Alors à partir du moment où on dit mais non, il faut faire intervenir les cataclysmes dans l'interprétation des paysages par la géologie, à ce moment-là, toute la chronologie saute. Oui, je comprends. Quelques messages d'auditeurs de Radio Courtoisie. Ça suscite beaucoup de réactions, ce thème. Oui, voilà, je vous demanderai de répondre en quelques mots, Dominique Tasso, parce que le temps passe, malheureusement. Oui, alors une question peut-être un peu technique, mais ça revient un peu sur les histoires de datation. Mais donc, si on refuse la conception évolutionniste, où et quand alors on pourrait estimer l'apparition du premier humain? L'homme a été créé le 6e jour par Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut créer. Si vous voulez. Alors ça c'est de doctrine catholique. La doctrine catholique de la création, c'est que Dieu a créé au commencement, ex nihilo, et tout ensemble. Alors ça a été défini par le Concile de Latran, le 4e Concile de Latran en 1225. Ah oui. Et ça a été repris pratiquement mot à mot par le Concile Vatican I. Donc quand on dit que Dieu a créé, c'est pas des mots vides, c'est pas n'importe quoi. Ça veut dire il a créé au commencement et pas au fur et à mesure. Il a créé ex nihilo et pas à partir de... Alors évidemment on dit dans la Bible que les eaux foisonnent, etc. Mais c'est Dieu qui agit, c'est pas les causes secondes.
Donc vous avez, alors ça c'est prodigieusement fructueux, si vous voulez, dans la vision biblique du monde, c'est que vous avez l'ordre de la création, puis l'ordre de la providence. Nous vivons dans l'ordre de la providence. C'est-à-dire qu'il y a des lois naturelles, il y a des causes secondes, et la science est possible. Mais la création, c'est Dieu qui agit, il n'y a pas de loi. Il parle à son commandement, les arbres apparaissent, etc. Et le fameux problème de l'œuf et de la poule, c'est pas un problème. Dieu ne crée pas des œufs, il crée des poules. Dieu est tout puissant. Un des grands problèmes, un des drames du monde moderne, c'est qu'on ne veut pas que Dieu soit Dieu. Mais il faut que Dieu soit Dieu. D'ailleurs, à un moment donné, Jésus répond aux Sadducéens, il dit « Vous êtes dans l'erreur parce que vous méconnaissez les Écritures et la puissance de Dieu. » C'est exactement le même problème aujourd'hui. On méconnaît les Écritures, on méconnaît la qualité de vérité qu'il y a dans la Bible, et on méconnaît la puissance de Dieu. C'est-à-dire on ne veut pas que Dieu soit capable, par la parole, de créer quelque chose. Mais l'homme veut prendre la place de Dieu, c'est... Autre question d'un auditeur de Radio Courtoisie. Oui, alors justement, donc vous pensez que ce n'est pas crédible l'idée d'un dessein divin qui crée en fait les espèces les unes à partir des autres, parce que si le hasard, voilà c'est ça, si le hasard ne crée rien, ce qui est effectivement apparemment évident, on pourrait penser qu'effectivement Dieu crée à partir des choses déjà existantes. Voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle l'évolutionnisme théiste. Hein. Et ce qui est très en intelligent design, voilà, qui est très en anglais. Ah non, c'est pas ça. Non, l'intelligent design d'abord il n'y a pas de position religieuse dans l'intelligent design. C'est un mouvement intellectuel qui au départ voulait être présent à l'université. Oui. Hein, ils ont perdu malheureusement le procès de Dover. Bon. Mais l'intelligent design, ça consiste simplement justement de dire il y a un dessein intelligent, mais pas forcément divin. Ça c'est on est dans la religion si on met divin. Non. Oui. Si vous voulez donc laissons de côté l'intelligent design qui est c'est très intéressant, mais c'est un phénomène américain. Ce qu'on a plutôt ici, en tout cas dans l'Église et que ce soit les Églises protestantes ou l'Église catholique, etc., c'est les gens qui veulent concilier l'évolution et la création en disant mais c'est Dieu. Vous dites vous-même que vous voyez le passage d'une espèce à une autre est impossible. Mais si c'est Dieu est tout puissant, donc Dieu il peut le faire. Bon, donc vous avez c'est une position très très confortable l'évolutionnisme théiste, parce que à ce moment-là on est d'accord avec les évolutionnistes, donc on ne se crête pas le chignon, on n'est pas obligé de dire aux autres qu'ils ont tort, c'est toujours malpoli de dire aux gens qu'ils se trompent. Et donc tout le monde a raison. Mais c'est Dieu qui, justement, toutes ces impossibilités du saut qualitatif qui permet de passer de l'écaille à la plume, etc., il n'y a plus de difficulté. Dieu peut tout. Bon. Alors, le point faible de cette théorie, c'est que Dieu peut tout sauf certaines choses. Dieu ne peut pas se contredire, et il ne peut pas se suicider, etc. Or, dans le premier chapitre de la Genèse, vous avez une formule qui est répétée 10 fois. Alors, une page de la Bible, c'est court. Une formule répétée 10 fois, c'est fantastique. Je veux dire, ça n'arrive pratiquement jamais, même dans des poésies bibliques, etc. Et quelle est la formule qui est répétée 10 fois dans le premier chapitre de la Genèse? C'est pas Dieu est grand, etc. C'est selon son espèce. Ça veut dire, alors ça c'est prodigieux, ça veut dire que d'une certaine façon, Dieu savait qu'il viendrait un moment où la question de l'espèce serait troublée, enfin serait discutée, etc. Et il a mis une sorte de garde-fou dans le premier chapitre de la Genèse en disant que Dieu crée les choses selon leur espèce. Bon, donc et comme il crée ex nihilo, il n'y a aucune raison, si vous voulez. Il y a une autre phrase qui est souvent répétée, c'est « Et Dieu dit que cela était bien ». La création n'est pas le mal. Oui, non, et puis surtout, ça veut dire que Dieu crée des choses parfaites. Voilà. Tandis que l'idée de l'évolutionnisme, c'est quand même l'idée d'un progrès. Alors, il faudrait qu'il y ait des animaux, par exemple, auxquels il manque quelque chose. Ça n'existe pas. Il n'y a pas le moindre animal qui ne soit pas complet. Donc, il n'a aucun besoin qu'on lui rajoute un organe. Même si on vous mettait des ailes sur le dos, ça vous gênerait. Oui. Peut-être. Je dirais pas forcément non. Ouais, justement, là,
Une petite question là, qui me vient, puisque vous parliez tout à l'heure, Dominique Tassot, de la chute des poils. Oui. En vous opposant au transformisme. Par exemple, un phénomène humain comme la chair de poule, comment peut-il s'expliquer aujourd'hui, dans une optique de stabilité totale? Pour l'humain, la chair de poule aujourd'hui ne sert à rien. Elle est utile quand il y a une très forte pilosité pour les créatures velues, quand elles ont froid ou quand elles ont peur. Les poils se redressent. Non, parce que ça peut s'expliquer. Tout a une raison d'être. Oui. Un principe général. Donc la chair de poule doit avoir une raison d'être, et la chair de poule, parce que c'est des contractions musculaires qui créent la chair de poule. Quand vous voulez vous réchauffer, vous bougez. Donc, on peut très bien interpréter la chair de poule, qui n'a rien à voir avec une poule ancestrale qui aurait donné naissance à l'humanité. Non, bien sûr. Mais justement, on peut très bien l'interpréter comme une réaction adaptative permettant de se réchauffer. Je me souviens, j'avais un prof de physique quand j'étais en prépa, qui était toujours en chaussettes de laine, etc. Enfin, c'était un cas un peu particulier. Il s'appelait Buchou. Et alors justement, quand il avait froid, il se contractait. Il contractait tous ses muscles. Et si vous faites ça, même sans bouger, au bout d'un certain temps, forcément, l'énergie déployée vous réchauffe. Mais l'œuf primordial, vous savez que c'est un vieux mythe et que c'est aussi une croyance égyptienne. C'est une des. Il y a une actualité de Darwin et de l'évolutionnisme qui remonte à très très loin. C'est-à-dire que ils n'ont rien inventé finalement. Ils ont repris des croyances très 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 anciennes, des mythes très anciens. L'œuf cosmique, le mythe de l'œuf cosmique, c'est tout viendrait d'un œuf primordial. Ouais. Bon. Elisabeth, peut-être une autre question plus sérieuse que la mienne, d'un auditeur de Radio Courtoisie. Oui, alors, basée sur la notion de progrès, l'évolution au sens de transformisme, n'est-elle pas contredite par la loi de l'entropie ? Oui, effectivement, c'est très bonne en remarque. Quelques mots, Dominique. Oui, alors l'entropie, c'est tout simplement, c'est qu'on va du plus vers le moins, du plus organisé vers le moins organisé. Donc je vois autour de cette table, je suis le seul à porter des lunettes, mais vous avez aujourd'hui dans l'humanité un très grand nombre de gens qui ont une insuffisance optique. Des lentilles peut-être. Non, mais il y a peut-être des lentilles, effectivement. Donc là, vous savez très bien que beaucoup d'efforts physiques, par exemple, que faisaient nos ancêtres, on serait plus capable de les faire. Bon. Donc là, il y a une évolution régressive. Oui, c'était d'ailleurs le titre d'un livre de Salé et Lafont. On a parlé de hasard à certitude tout à l'heure, mais Salé avait fait un livre en 1943 très intéressant qui s'appelle L'évolution régressive. Alors l'évolution régressive, elle est parfaitement attestée. Oui. Enfin, l'homme ne va quand même pas se transformer en singe non plus. Donc c'est possible. Mais promener dans la rue. À Paris, parfois, j'ai l'impression de croiser le chaînon manquant. C'est vrai. Enfin bref, Dominique Tassot. Oui, donc d'une manière générale, et la loi d'entropie croissante, c'est une loi, c'est une des lois les plus sûres de toute c'est la loi thermodynamique fondamentale, hein, c'est le deuxième principe de Carnot. Enfin, c'est une loi absolue qui dit que on va de l'organisé vers le désorganisé. On va du chaud vers le froid. Vous pouvez pas. De l'eau chaude se refroidit, mais l'inverse, ça ne se fait pas. Alors, effectivement, l'idée qu'il y aurait, grâce à une mutation au hasard, une augmentation de l'information, c'est contraire à la loi d'entropie. Parce que c'est ça, l'évolution progressive. C'est l'idée qu'il s'ajoute de l'information grâce à une mutation. Et ça ne s'est jamais constaté. Il y a des variations d'information, mais vous n'avez jamais l'information qu'il faudrait pour ajouter une aile, par exemple. Vous ne l'aurez jamais à l'occasion d'une mutation, même si on vous mettait sous les rayons atomiques très puissants, etc. Il faut bien voir que le surhomme, c'est un sous-homme. Si vous voulez, les mutants, en général, ils sont... c'est pas du tout intéressant d'être mutant. En général, l'albino, c'est un mutant. Vous avez, mais en général, les mutations sont nocives. Donc c'est paradoxal de baser toute cette théorie d'évolution, qui est fondamentale quand même pour beaucoup de gens,
sur une réalité qui, en pratique, vérifie l'inverse de ce qu'elle prédit. Très bien. Alors une dernière question d'auditeur. Oui, une question plus personnelle, mais d'une pharmacienne qui se sent isolée et qui demande si vous pouvez proposer un axe en fait pour contrecarrer la science sans conscience qui règne et qui se considère comme toute puissante. Ça fera une bonne conclusion. Un acte, un axe, enfin une piste je pour propose résoudre un peu à cette ça. pharmacienne de s'abonner au CEP. Tout simplement. Voilà. Elle trouvera. Alors d'une part, donner les coordonnées. Sur le justement. site du CEP, elle trouvera 20 ans de publication. Ouais. Alors l'adresse du site, s'il vous plaît. Voilà. Alors le site, c'est le-du-6 cep.org. le-cep.org. Donc sur le site, on a tous les numéros de la revue de plus de 2 ans. Parce qu'on garde quand même les numéros récents pour les abonnés. Et la parution donc c'est un trimestriel. L'abonnement est à 35 € pour la France, 40 € pour les autres pays. C'est une revue qui fait quand même 96 pages. Et vous avez... alors, justement, ça n'est pas une revue savante, mais vous avez alors, il y a toujours des articles qui concernent la science, il y en a qui concernent l'histoire, parce c'était pas le sujet aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire. D'ailleurs, je vois dans le numéro 75, qui était l'avant-dernier numéro, vous voyez, en page de couverture, vous avez « Comment la guerre aurait pu s'arrêter en 1943 ». Alors ça, c'est j'ai une histoire très, très intéressante qui est racontée par un gendre de Roosevelt, mais ça fait partie des dessous de l'histoire. Enfin, c'est aussi des sujets que l'on traite au CEP. Et alors le CEP, il y a la revue. Donnez une adresse postale, s'il vous plaît. Et l'adresse postale, alors SIDEX 811, SIDEX avec un I. Il y a les CEDEX en ville et les SIDEX à la campagne. SIDEX 811, 16 rue d'Auxerre, 89 460 Bazarnes, B-A-Z-A-R-N-E-S. 16 rue d'Auxerre, 89 460 Bazarnes. Donc le CEP édite cette revue éponyme, organise des colloques plusieurs fois par an. Alors, il y a un colloque de 2 jours, une fois par an, en automne. Donc, c'était il y a 10 jours, Alain Pascal peut en témoigner. Et puis, il y aura une journée à Paris le 29 avril de l'année prochaine, dont le thème sera, là, cette fois politique. A priori, le thème devrait être « Qu'est-ce que la démocratie ?» Bon, donc ça permet de montrer justement que les thèmes abordés ne sont pas que puisque c'est une question de vision du monde, donc tout se tient. Oui, tout se tient. Et justement, il faut bien voir que la science n'est pas dans son coin et que malheureusement, les scientifiques sont utilisés, sont instrumentalisés par les politiques. Ça avait été très bien vu par Auguste Comte. Auguste Comte a dit, mais dans la société moderne, toute société a besoin d'une autorité intellectuelle, d'une autorité spirituelle, même il disait. Comme lui ne voulait pas évidemment l'autorité de l'Église, il faut remplacer par autre chose. Et l'ersatz trouvé par Auguste Comte, c'est les savants. Lui-même avait inventé une religion, comme vous savez. Et aujourd'hui, c'est vraiment les savants qui exercent cette espèce d'autorité. C'était le projet Rose-Croix du XVIIe siècle. Alors on en reparlera une autre fois, mais ce sera le thème d'un de mes prochains livres. Pour l'anecdote, lorsque Mao menait sa guerre de conquête de la Chine, lorsque les troupes communistes prenaient un village, la première chose que les cadres, les commissaires politiques organisaient dans le village, c'était une réunion de formation sur le thème de l'évolution et la théorie de Darwin, pour déblayer un petit peu le terrain en quelque sorte et préparer ensuite la formation au communisme et au matérialisme dialectique. Voilà, parce que ça n'aurait pas passé directement. Ça ne prouve pas, c'était pas un argument définitif contre cette théorie, mais c'est quand même intéressant de souligner le lien et puis les conséquences que tout ça peut avoir. Voilà, il nous reste quelques minutes pour passer quelques petites annonces qu'on m'a soumises. Alors, Alain Pascal, déjà, vous dédicacerez vos ouvrages très bientôt, ce samedi 26 novembre, à Paris, donc à la Librairie Française, dans le 15e arrondissement, 5 rue Auguste Bartholdi. De quelle heure à quelle heure, le savez-vous ? De 15h à 18h. 15h à 18h. Voilà, c'est tout l'ensemble de la guerre des gnoses et de la trahison des initiés. Enfin, il y a vos 5 ou 6 livres. Oui, la trahison des initiés,
Et les 4 tomes de la guerre des gnoses, l'après-Kabbale, Islam et Kabbale contre l'Occident chrétien, la Renaissance, cette imposture dont nous n'avons pas parlé, mais c'est les premiers imposteurs de la science sont à la Renaissance, et la Réforme, cette révolution. Voilà, donc ce sera l'occasion de venir discuter avec vous et de découvrir votre œuvre. Par ailleurs, vous dédicacerez encore un peu plus tard, puisque les éditions de Chiré organisent un salon du livre à Paris, à la Maison de la Mutualité, ce dimanche 27 novembre. Un peu plus tard, il y a la 25e fête du livre organisée par Renaissance catholique. C'est le dimanche 4 décembre, au domaine de Grand Maison, à Villepreux, dans les Yvelines, de 10h à 19h. Avec... J'y serai. Ah, vous y serez, voilà. Bon. Il y aura cette pharmacienne voulait... Ah oui, ce sera l'occasion. Donc avec des stands, des conférences, et puis bien sûr des dédicaces. Voilà, que dire d'autre ? Ah oui, le village d'enfants de Riaumont organise son village de Noël. Donc c'est le samedi 10 décembre de 16h à 22h30. Des spectacles, les marionnettes de Saint-Nicolas, une buvette, son et lumière, marché médiéval, chorale polonaise, crèche vivante. Entrée 2 € gratuit pour les moins de 12 ans. Donc c'est à Liévin, département 62. Voilà pour les petites annonces. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez retrouver les références des livres qui ont été évoqués durant cette émission, donc sur mon site personnel, thibautdechasset.com, thibautdechasey.com. Voilà, il me reste à vous remercier. Les éditions des Cimes, vous pouvez peut-être redonner le... Éditions des Cimes, qu'on peut retrouver à la librairie française, Paris 15e, voilà, où les livres d'Alain Pascal sont publiés. Voilà. Et vos livres, Dominique Tassot, je rappelle, La Revanche du Lièvre chez Via Romana, L'Évolution chez Teki et La Bible au risque de la science chez François-Xavier de Guibert. Il faudra refaire une émission parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Nous avons effleuré le sujet. Merci Dominique Tassot, merci Alain Pascal, merci Elisabeth, voilà. Merci Benoît à la technique. Bonsoir à tous. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la nuit de la France profonde, dirigé par Thibaut de Chassé, assisté d'Elisabeth, diffusé en direct jeudi 24 novembre 2016 de 21h30 à 23h. Il est diffusé en différé dimanche 27 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.